Imaginez la scène. Islamabad, Pakistan, nuit, du 11 au 12 avril 2026. 21 heures de négociations. Les lumières brûlent toute la nuit dans les salles feutrées du Serena Hotel. Les délégations échangent des documents techniques, reformulent, reprennent. Et au bout de tout ça, rien. Un échec total, un effondrement diplomatique retentissant qui pourrait bien annoncer la reprise d'une guerre au bilan déjà dévastateur. Bienvenue sur DataWN Decrypt. Si vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui se passe en ce moment pourrait remodeler l'ordre mondial pour les décennies à venir. Et nous allons tout vous décrypter. Les négociations directes entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad ont officiellement échoué. Ce sont les premières discussions face à ce niveau depuis la révolution islamique de 1979. 47 ans sans dialogue direct, et voilà que la première tentative sérieuse de paix depuis le début de cette guerre s'effondre en 21 heures. La question maintenant est simple et brutale. Est-ce que la guerre va reprendre? Pour comprendre ce qui s'est passé à Islamabad, il faut remonter le fil, pas loin, quelques semaines seulement, parce que tout s'est enchaîné à une vitesse vertigineuse. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei est assassiné. Des installations militaires sont détruites. L'Iran réplique immédiatement. Frappe de missiles sur Israël, sur les bases américaines dans le Golfe et surtout fermeture du détroit d'Ormuz. Ce goulot d'étranglement maritime par lequel transite environ 20% du pétrole mondial et une fraction équivalente du gaz naturel liquéfié, fermé, bloqué, paralysé. Selon les données publiées par le Wall Street Journal, cette fermeture a déjà coûté à l'Union européenne près de 16 milliards de dollars en surcoût énergétique depuis le début du conflit. Les marchés mondiaux ont été secoués, les prix du pétrole ont flambé. Et pendant 6 semaines, la communauté internationale a regardé le Moyen-Orient s'embraser avec cette unique question en tête. Comment sortir de là? Le 8 avril, un cessez-le-feu fragile est annoncé. 2 semaines. Une pause. Et c'est sur cette base que s'organisent les pourparlers d'Islamabad, avec le Pakistan comme médiateur. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes et troublantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à TWN Decrypt, c'est le moment. Activez les notifications parce que nous allons passer en revue ce qui s'est réellement dit dans ces salles de négociation, ce que les deux camps revendiquent et ce que ça signifie pour la suite. Passons maintenant aux faits tels qu'ils ont été rapportés. La délégation américaine est arrivée à Islamabad avec le vice-président J.D. Vance en tête, accompagné de l'envoyé spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, le gendre du président Trump. Côté iranien, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et d'autres hauts responsables. Le Pakistan a fourni le cadre, avec notamment le Premier ministre Shehbaz Sharif et les ministres Mohsin Naqvi et Ishaq Dar. Les discussions ont commencé le samedi 11 avril en début d'après-midi, heure locale. Elles se sont poursuivies toute la nuit. À 4 heures du matin, à Islamabad, la Maison-Blanche confirmait encore que les talks étaient en cours. 21 heures de session marathon. Et puis, dimanche matin, J.D. Vance sort devant les caméras. Il dit ceci, et je cite directement ses propos rapportés par CBS News. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle davantage pour l'Iran que pour les États-Unis d'Amérique. Il ajoute que les États-Unis ont été tout à fait flexibles et très accommodants, que le président Trump lui avait demandé de venir de bonne foi et de faire de son mieux pour parvenir à un accord et qu'ils n'ont pas pu avancer. C'est le récit américain, flexible, accommodant, bonne foi. Maintenant, le récit iranien, il est radicalement différent. L'agence de presse semi-officielle iranienne, Tasnim, a immédiatement attribué l'échec à ce qu'elle a qualifié d'exigence excessive et d'ambition démesurée de la partie américaine.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqai, s'est exprimé sur la chaîne d'État IRIB le dimanche, indiquant qu'il y avait bien eu des avancées sur certains points, mais un fossé de vision sur 2 ou 3 questions clés. Il a ajouté, et c'est important, que la diplomatie ne s'arrête jamais. Alors, quels sont ces points de blocage? Selon les sources recoupées par CNN, CBS, NBC et Axios, 2 nœuds principaux ont empêché tout accord. Premier nœud, le détroit d'Ormuz. L'Iran veut conserver le contrôle total de ce passage maritime. C'est sa carte maîtresse, sa monnaie de négociation. Selon le Wall Street Journal, Téhéran entendait même percevoir des péages pour les navires transitant par le détroit, une sorte de droit de passage qui lui permettrait à la fois d'exercer sa souveraineté et de percevoir des réparations de guerre indirectes. Les États-Unis ont répondu que c'était absolument hors de question. Un non-starter, comme on dit à Washington. Deuxième nœud, le nucléaire. J.D. Vance a été « on ne peut plus clair » lors de sa conférence de presse. Il a déclaré, tel que rapporté par CBC et NBC News, « la chose la plus simple est que nous avons besoin de voir un engagement affirmatif de leur part selon lequel ils ne chercheront pas à obtenir une arme nucléaire, ni les outils qui leur permettraient d'en acquérir une rapidement. C'est l'objectif central du président des États-Unis. Exigence simple en apparence, mais en pratique, c'est là que le désaccord est abyssal. L'Iran considère que son programme d'enrichissement fait partie de ses droits souverains. Et il faut rappeler un contexte crucial. C'est précisément parce que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février, au beau milieu de négociations diplomatiques en cours, que Téhéran a des raisons de ne plus faire confiance à aucun engagement verbal américain. Mais il y a un troisième élément dont on parle moins et qui éclaire tout le reste. Pendant que les négociateurs iraniens et américains étaient assis autour de la table à Islamabad, les États-Unis ont envoyé 2 destroyers, l'USS Frank E. Peterson et l'USS Michael Murphy, dans le détroit d'Ormuz. Une opération militaire au beau milieu d'un cessez-le-feu, pendant que des pourparlers de paix étaient en cours. CENTCOM, le commandement américain, a publié un communiqué qualifiant cette opération de mission de déminage. L'amiral Brad Cooper a déclaré que les navires avaient commencé à établir les conditions d'un nouveau passage pour les navires commerciaux. L'Iran a aussitôt réfuté cette version. Selon des sources régionales citées par Bloomberg et des témoignages rapportés par l'agence France Presse, les gardiens de la Révolution auraient averti les destroyers qu'ils seraient attaqués dans les 30 minutes s'ils ne faisaient pas demi-tour. Un drone aurait même été lancé dans leur direction pour appuyer l'ultimatum. Les navires ont rebroussé chemin. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ensuite confirmé à la chaîne d'État qu'un destroyer américain qui tentait de traverser le détroit sans autorisation a commencé à reculer après un avertissement ferme des forces armées iraniennes. Cette information a été immédiatement transmise aux négociateurs iraniens à Islamabad. Et selon l'agence Tasnim, cet incident a directement pesé sur le déroulement des discussions. Résumons. Pendant les négociations de paix, l'armée américaine tente de forcer le passage dans une zone de guerre active. Les Iraniens envoient un avertissement militaire. Les destroyers reculent. Et pendant ce temps-là, Donald Trump est à un match de l'UFC à Miami, tel que rapporté par Newsweek et CNN, pendant que le secrétaire d'État Marco Rubio murmure à son oreille dans les tribunes. C'est l'image de cette diplomatie, déconcertante. Mais revenons à l'essentiel. Que nous dit cet échec sur le rapport de force réel entre Washington et Téhéran? Du côté américain, la rhétorique de victoire est totale. Trump, depuis la Maison-Blanche, avant d'embarquer pour la Floride, a déclaré que les États-Unis gagnent quoi qu'il arrive, que la marine iranienne est détruite, que les radars, l'armée de l'air et les dirigeants iraniens sont tous morts ou tous coulés.
Un tableau apocalyptique d'une victoire militaire totale. Mais les faits sur le terrain racontent une histoire plus nuancée. 6 semaines de guerre, des milliers de morts, le détroit d'Ormuz toujours bloqué, des mines marines dans les eaux que les États-Unis tentent de déminer avec des difficultés techniques réelles, car selon le New York Times, l'Iran a perdu le contrôle de certains de ses propres engins qui ont dérivé de façon imprévisible dans le détroit. Les États-Unis ont par ailleurs décommissionné leurs dragueurs de mines traditionnels et doivent désormais s'appuyer sur des navires de combat littoraux moins adaptés à cette mission. Et pendant ce temps, Bob McNally, fondateur de Rapidan Energy, a déclaré à CNBC que les États-Unis se préparent à un deuxième round. Un troisième porte-avions américain, des milliers de Marines et de parachutistes supplémentaires sont attendus dans la région d'ici la fin du mois. La machine militaire ne s'arrête pas. Alors où en est l'Iran? Ses infrastructures, si elles étaient militaires, ont été sérieusement dégradées. Personne ne le nie. Ses capacités de défense aérienne ont été touchées. Mais Téhéran n'a pas cédé. Il maintient son emprise sur le détroit. Et surtout, il n'est pas seul. Voici un point que les grands médias occidentaux sous-estiment fortement. La Chine. Le Wall Street Journal, le Washington Post et le Small Wars Journal ont publié des analyses convergentes montrant que Pékin joue un rôle de soutien discret mais stratégique en faveur de Téhéran. Pas de troupes, pas d'engagement militaire direct, mais des technologies de navigation, des radars exportés avant la guerre, des systèmes de guerre électroniques qui renforcent les capacités de ciblage des missiles iraniens, des analyses géospatiales commercialisées par des entreprises chinoises liées à l'armée populaire de libération qui expose les mouvements des forces américaines dans la région, ce qui nous amène à la question centrale. Quel est maintenant le scénario probable? L'analyste Miller, cité par CNN, estime que l'Iran préférerait risquer la reprise des frappes plutôt que de repartir d'Islamabad les mains vides. Et Vance lui-même n'a pas dit que les États-Unis se retiraient définitivement. Il a évoqué une proposition finale et la meilleure offre que Washington laissait sur la table. Traduction. La porte est entr'ouverte, mais il faut que Téhéran revienne en acceptant les conditions américaines. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a lui aussi tenu à maintenir une lueur d'espoir. Dans un message publié sur X, il a qualifié cette session de 21 heures d'intense et constructive, demandant aux deux parties de maintenir l'esprit positif des négociations et de préserver le cessez-le-feu. Mais la fenêtre est étroite. Le cessez-le-feu de 2 semaines expire. Et sans accord de prolongation, la logique militaire reprend ses droits. Pour WN Decrypt, c'est précisément ce type d'analyse que nous cherchons à vous apporter. Pas les titres superficiels, pas les éléments de langage des gouvernements, mais la réalité sous-jacente, les connexions entre les événements, les implications à long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Cliquez sur la cloche des notifications, parce que ce dossier va continuer d'évoluer très rapidement dans les prochaines heures et les prochains jours. Revenons maintenant à la dynamique de fond. Ce que révèle cet échec à Islamabad, c'est une fracture de méthode autant qu'une fracture de substance. CNN, dans ses analyses depuis le terrain, décrit les deux délégations comme ayant abordé ces négociations avec des approches radicalement différentes. Les Américains cherchaient une solution rapide dans le sillage du cessez-le-feu, tandis que Téhéran, fidèle à son habitude diplomatique, privilégie les négociations lentes, de long terme, avec des garanties structurelles. J.D. Vance voulait un deal, l'Iran voulait un cadre. Ce sont deux objets différents, et pendant les 21 heures de pourparlers, les délégations ont échangé des documents techniques, reformulé des positions, tenté de trouver des passerelles. Mais selon le porte-parole iranien Baqaei, les positions étaient trop éloignées sur 2 ou 3 points fondamentaux. Et l'incident des destroyers dans le détroit a visiblement rompu une dynamique qui commençait, peut-être, à se nouer. Pensez-y, vous négociez la paix depuis 15 heures avec quelqu'un
et pendant ce temps-là, son armée tente de forcer l'entrée de votre zone d'exclusion maritime. Quel signal politique cela envoie-t-il ? Quel est le poids de votre bonne foi déclarée si votre général envoie des destroyers pendant que votre vice-président serre des mains ? C'est la contradiction fondamentale de la stratégie américaine dans ce conflit, et elle n'est pas passée inaperçue à Téhéran. Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien et chef de la délégation iranienne, a été l'un des premiers à s'exprimer après l'annonce de l'échec. Selon Al Jazeera, il a déclaré que sa délégation avait proposé des initiatives tournées vers l'avenir, mais que les États-Unis avaient échoué à gagner la confiance des négociateurs iraniens. Gagner la confiance. C'est peut-être là la formulation la plus révélatrice de toute cette séquence, parce que l'Iran n'a pas oublié ce qui s'est passé le 28 février 2026. Des négociations étaient en cours à Genève, des discussions que les médias iraniens qualifiaient alors de historiques. Lorsque les frappes ont commencé, le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, avait décrit fin février un accord à portée de main. Et puis les bombes sont tombées. Ce précédent pèse lourd sur chaque mot échangé à Islamabad. Et c'est pour ça que l'exigence américaine d'un engagement affirmatif et de long terme sur le nucléaire se heurte à un mur de méfiance. Non pas nécessairement parce que l'Iran veut la bombe, l'AIEA rappelait encore en février 2026 qu'elle n'avait aucune preuve d'un programme d'armement nucléaire organisé de la part de Téhéran, mais parce que signer un tel engagement avec un partenaire qui a déjà attaqué pendant des négociations, c'est, du point de vue iranien, offrir sa reddition sans garantie de survie. Dans ce contexte, l'échec d'Islamabad n'est pas une surprise. C'est presque une conclusion logique. Alors, quelle est la suite ? 4 scénarios sont possibles. Premier scénario. L'Iran accepte les termes américains dans les jours qui viennent. Vance a laissé sur la table ce qu'il a appelé la proposition finale et meilleure offre. Si Téhéran revient avec une acceptation partielle, le cessez-le-feu pourrait être prolongé. Ce scénario est peu probable à court terme, mais pas impossible, surtout si la pression économique s'intensifie. Deuxième scénario. Le cessez-le-feu expire, les hostilités reprennent, mais à intensité limitée. Les deux camps testent leur position sans s'engager dans une escalade totale. Une sorte de guerre de basse intensité qui dure encore des semaines, le temps que de nouveaux médiateurs, Qatar, Turquie, Chine ou autres, trouvent une nouvelle fenêtre. Troisième scénario, escalade majeure. Les États-Unis, avec le 3e porte-avions attendu dans la région, lancent une deuxième campagne de frappe. L'Iran répond en verrouillant totalement le détroit. Le prix du baril explose. L'économie mondiale entre en récession énergétique. Ce scénario est celui que tout le monde dit vouloir éviter et paradoxalement celui vers lequel la dynamique actuelle semble pousser. Quatrième scénario, une médiation tierce réussit là où les négociations directes ont échoué. La Chine et le Pakistan ont déposé en mars 2026 une proposition en 5 points incluant un appel au cessez-le-feu et à la reprise de la navigation dans le détroit. L'Union africaine a exprimé son soutien. Si Washington daigne s'engager dans ce cadre multilatéral, ce qu'il a jusqu'ici refusé de faire, selon Associated Press, une porte de sortie honorable pour tous pourrait s'ouvrir. WN Decrypt continuera de couvrir chacun de ces développements en temps réel. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre au-delà des titres. Permettez-moi de conclure avec un recul nécessaire. Ce conflit a commencé, du moins dans son acte le plus récent, par une décision américaine et israélienne d'attaquer l'Iran le 28 février 2026, alors même que des négociations diplomatiques étaient en cours. Depuis lors, des milliers de personnes sont mortes, des infrastructures critiques ont été détruites des deux côtés, le Liban est toujours bombardé, les Houthis au Yémen restent actifs et l'économie mondiale supporte le coup d'un blocage maritime sans précédent.
Le président du Pakistan, Ishaq Dar, a eu ces mots après l'échec des négociations. Les deux parties doivent maintenir leur engagement en faveur du cessez-le-feu et avancer dans un esprit de paix et de prospérité pour la région. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une nécessité. Parce que si la guerre reprend, personne, ni Washington, ni Téhéran, ni les marchés mondiaux, ne sort gagnant. Et les élections de mi-mandat américaines de 2026, déjà dans les rétroviseurs de la Maison-Blanche, rendent une escalade coûteuse politiquement explosive pour Trump. La diplomatie n'est pas morte à Islamabad. Bakai lui-même l'a dit en sortant, il ne fallait pas s'attendre à un accord en une seule session. Et la porte n'est pas formellement fermée. Vance a laissé une offre sur la table. Les Pakistanais restent mobilisés. Les Qatariens maintiennent leurs canaux ouverts. Mais le temps presse. Le cessez-le-feu expire. Et pendant que des diplomates cherchent des mots pour éviter la guerre, des officiers des deux côtés cherchent des cibles. WN Decrypt restera en veille sur ce dossier. Nous vous apporterons chaque développement significatif, décrypté, analysé, mis en perspective. Parce que comprendre ce qui se passe réellement, c'est déjà une forme de résistance à la désinformation. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous à la chaîne WN Decrypt, partagez cette vidéo autour de vous et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous souhaitez que nous analysions ensuite. Vous pouvez également retrouver WN Decrypt sur toutes les plateformes de podcast pour ne manquer aucune mise à jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et restez informés.